Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais c'était un gros travail de montage. Et voilà, j'ai pris aujourd'hui une journée pour le faire. C'était urgent parce que, à la rentrée, je vais vous proposer une vidéo exceptionnelle qui va expliquer à tous les manifestants anti-pass et pro-liberté qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre s'ils ne comprennent pas pourquoi il se passe tout ce qui se passe actuellement. Et pour comprendre le problème du réchauffement climatique, de la pandémie, de la famine, de l'effondrement économique, même s'il est différé par des productions artificielles d'argent, on fait tourner la planche à billets, comme on dit simplement, eh bien, tout ça ensemble est une situation explosive, et pour pouvoir s'en sortir, il faut comprendre ce qui se passe. Et pour que vous compreniez bien, j'ai fait un montage qui va paraître peut-être très simple, mais tout le monde qui fera l'effort d'écouter jusqu'au bout comprendra enfin pourquoi toutes ces crises nous tombent dessus et par où se situent les solutions. J'invite donc tout le monde, ce que je fais rarement, c'est ma 60e vidéo et c'est la première fois qu'au début de vidéo, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne parce que la vidéo qui suivra celle-ci et qui s'adresse aux anti-pass est absolument cruciale et pourrait tout changer si vous êtes assez nombreux à l'écouter et à en tenir compte. Car la vidéo qui suivra celle-ci vous donnera des clés essentielles pour avoir une chance de gagner la guerre de la liberté par rapport aux efforts de l'élite pour mettre en place le pass sanitaire, la vaccination obligatoire et d'autres mesures liberticides. Je précise que toutes mes vidéos sont également sur Odyssée en cas de censure. Pour l'instant, je ne suis pas encore victime de la censure, malgré certaines vidéos qui peuvent être considérées comme très sensibles. Voilà, donc nous allons dans la classe virtuelle et je vais vous montrer avec un montage que tout le monde devrait comprendre ce qui se passe exactement. J'insiste plus que jamais, écoutez attentivement s'il vous plaît jusqu'au bout, vous allez vraiment apprendre des choses cruciales pour vous personnellement et cruciales pour l'avenir de l'humanité et de la vie sur Terre. Voilà, donc nous parlons réellement de l'avenir de l'humanité et de la vie sur Terre. La vie sur Terre est quelque chose d'exceptionnel. Nous n'avons jamais trouvé de vie ailleurs qu'ici. Alors même s'il est tout à fait possible qu'il en existe, nous devons considérer cette vie comme quelque chose d'extrêmement précieux. Notez que sans cette vie, nous ne serions pas là. Donc, lutter pour la vie sur Terre, c'est aussi lutter pour notre propre survie. Il y a plusieurs manières de présenter les différents aspects de la planète. On rappelle que la planète a une atmosphère, et l'atmosphère contient de l'azote, de l'oxygène, d'autres gaz, mais dans ce document, ce qui va nous intéresser, c'est le carbone, qui est contenu donc dans différents gaz carbonés, en particulier le dioxyde de carbone, le fameux CO2. La planète contient donc du vivant. La plupart des êtres vivants vivent au niveau du sol, dans le sol, ou un petit peu au-dessus du sol. Et donc, l'ensemble de tout ce qui est vivant et de la matière organique s'appelle la biosphère. Et puis, j'ai mis ici en gris pour schématiser, il y a bien sûr toute la matière minérale, les roches, l'eau, etc. La caractéristique qui différencie la matière minérale de la matière organique et du vivant, c'est le fait que toutes les molécules organiques et vivantes contiennent du carbone. Et donc, vous voyez le lien important avec le carbone contenu dans l'atmosphère. En réalité, il est tellement important que ce carbone dans l'atmosphère est en fait à l'origine du vivant. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant a capté le carbone de l'atmosphère pour créer toute la biodiversité que nous connaissons, y compris l'être humain. Chaque fois que vous mangez de la nourriture qui a été produite par des plantes vertes qui, à l'aide de la fameuse photosynthèse, a transformé le dioxyde de carbone. Elle a en fait séparé le carbone de l'oxygène de cette molécule pour en faire de la matière organique. Et c'est ça que vous mangez. Alors même si vous êtes carnivore et que vous mangez par exemple du thon, et le thon a mangé un autre poisson parce que lui aussi est carnivore, et que ce poisson a mangé autre chose, au final, ça vient toujours des plantes vertes. Le poisson a peut-être mangé des graines, des fruits, des feuilles, des tiges. Toute la nourriture de tous les animaux vient des plantes vertes.
Le carbone contenu dans la nourriture nous constitue, à côté d'autres éléments évidemment, mais toutes nos molécules contiennent du carbone, mais c'est également notre carburant, notre énergie. Quand nous respirons, nous rejetons du dioxyde de carbone. Parce que quand on remet ensemble le carbone et l'oxygène, il y a de l'énergie qui est dégagée. Pour faire l'opération dans l'autre sens, il faut de l'énergie extérieure. C'est le soleil qui donne cette énergie. Et quand cette énergie, donc de remettre ensemble le carbone et l'oxygène, est dégagée dans notre corps, eh bien elle nous permet de vivre. Vous bougez, vous parlez, vous pensez, tout ce que vous faites demande de l'énergie. Et cette énergie vient indirectement du soleil, via les feuilles qui sont en fait des petits panneaux solaires, qui ont séparé le carbone de l'oxygène, et vous remettez le carbone et l'oxygène ensemble. Et vous récupérez l'énergie. Sur mon schéma, le carbone contenu dans l'atmosphère est en noir, et le carbone contenu dans la biosphère est en vert. Je rappelle ici donc que le carbone vert de la biosphère vers le noir de l'atmosphère, c'est direct, c'est notre respiration. Et quand je dis notre, c'est quasiment tous les êtres vivants. Tous les animaux, la plupart des plantes, etc., respirent. Et c'est ainsi que nous trouvons de l'énergie. Et dans l'autre sens, ça passe par les feuilles vertes qui ne peuvent fonctionner qu'avec le soleil. S'il y a plus de carbone dans l'atmosphère, c'est parce qu'il y en a moins dans la biosphère. Et à l'inverse, si la biosphère grandit, elle a besoin de plus de carbone et donc il y en a moins dans l'atmosphère. Ça donne l'impression d'être des vases communicants. Et c'est absolument le cas, sauf que ce ne sont pas des vases clos. D'une part, du carbone fossilisé dans le sous-sol peut être projeté dans l'atmosphère, naturellement, par exemple avec les volcans, ou artificiellement, quand nous brûlons du pétrole, du charbon ou d'autres ressources fossiles. Mais ce carbone vient en fait du vivant. Pendant des millions d'années, et ça ne s'est pas arrêté, quand des êtres vivants meurent, il peut avoir un phénomène qui fait qu'une partie de ce vivant se fossilise. Et donc, les réserves de charbon, de pétrole et d'autres ressources fossiles sont renforcées quotidiennement. C'est juste un phénomène très 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 lent, mais qui existe tout le temps. Ça, c'est le système dans son ensemble. Donc, quand nous projetons avec nos industries du carbone dans l'atmosphère, eh bien, nous offrons plus de matériaux à la biosphère pour pouvoir se développer. Donc, quand les climato-sceptiques vous disent « le dioxyde de carbone n'est pas une pollution, c'est pas un problème, au contraire, la vie en a besoin », ils ont en fait raison. Ils oublient simplement quelque chose. C'est que si vous allez dans le désert et que vous trouvez un petit parterre tout sec avec quelques petites plantes rabougries, si vous arrosez raisonnablement ce parterre, vous allez voir vos plantes pousser très rapidement. L'eau n'est pas une pollution, ce n'est pas un poison, elle va aider la vie. Par contre, si vous arrivez avec des bennes entières, des camions-citernes d'eau, et que vous inondez le tout, vous allez tuer toutes les plantes. Parce qu'il faut arroser raisonnablement. Donc le carbone qui augmente un petit peu, donc le dioxyde de carbone, il peut y avoir du méthane et d'autres gaz carbonés, mais on parle principalement du dioxyde de carbone, qui augmente dans l'atmosphère, en soi c'est quelque chose de positif quand c'est raisonnable. Et donc si c'est raisonnable, on peut aider la biosphère à s'agrandir. Il y a une condition. Pour pouvoir exploiter tout ce carbone, il faut qu'il y ait beaucoup de feuilles vertes. Il faut qu'il y ait beaucoup de panneaux solaires pour profiter de l'énergie solaire et séparer le carbone de l'oxygène pour faire de la matière organique. Or, si les activités humaines détruisent ces feuilles vertes, alors on a un problème parce que le carbone s'accumule dans l'atmosphère, mais il n'y a pas le moteur, les plantes vertes, pour le transformer en matière organique. Ce qui est intéressant, c'est que tous les êtres vivants collaborent pour fabriquer un maximum de matière vivante, pour augmenter la biomasse totale de la biosphère.
Je l'explique particulièrement pour les oiseaux, puisque je vous rappelle que je suis ornithologue, et donc sur ma chaîne, je donne des cours d'ornithologie. Mais ce que j'explique dans cette leçon 7 de ma formation ornitho en ligne, sur l'utilité des oiseaux dans leur écosystème qui augmente la biomasse, est en fait valable pour tous les organismes vivants, que ce soit des animaux vertébrés, des invertébrés, des plantes, des champignons, ou la faune et la flore microbienne. Si jamais, ça peut arriver, un animal, une plante, un virus ou un champignon détruit la vie, il est contre-sélectionné par l'évolution. Autrement dit, l'espèce disparaîtra tôt ou tard. On peut se poser la question, pourquoi la vie tend comme ça constamment à s'agrandir? Personne n'a jamais répondu à cette question avec certitude et de manière scientifique. C'est bien sûr un sujet de philosophie classique. J'en discute dans une petite vidéo, si ça vous intéresse, allez voir, mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Le problème, c'est que tous les êtres vivants collaborent pour augmenter la quantité de matière vivante, donc agrandir la biosphère, avec une seule exception, l'être humain. En toute logique, si son comportement ne change pas, l'être humain devrait être contre-sélectionné par la nature, puisqu'il va à l'encontre de la tendance que tous les êtres vivants tentent de mettre en application, à savoir agrandir la vie. Quand on coupe les forêts, on diminue la quantité de biomasse dans la biosphère. Quand on brûle, que ce soit des déchets organiques, du bois, ou n'importe quoi qui vient, bien sûr, de la matière organique, eh bien, on renvoie directement du carbone de la matière organique, donc du carbone vert, je dirais, au carbone noir de l'atmosphère. Quand on chasse et qu'on pêche, on diminue les populations animales, donc on diminue la quantité de la biosphère, toujours le même phénomène. Et quand on bétonne, eh bien, on diminue la quantité de sol disponible pour avoir des plantes qui sont les fameux panneaux solaires qui fabriquent du vivant, donc on diminue la quantité de vivant. La liste est évidemment interminable. Nous avons des tas d'activités destructrices du vivant. Nous sommes la seule espèce qui détruisons ainsi le vivant, et quand on entend souvent que nous sommes entrés dans l'ère de la 6e extinction de masse, même si c'est scientifiquement vrai, je pense que c'est une erreur de le présenter comme ça. Nous sommes à l'origine de la première extinction de masse due à un être vivant. Les 5 autres sont dus à des phénomènes physiques non vivants, que ce soit des problèmes climatiques, de météorites, de volcans, d'inondations, de températures, peu importe. Mais ce n'est jamais un être vivant qui a détruit la biosphère comme nous sommes en train de le faire actuellement. Donc, nous prenons constamment du carbone de la biosphère et nous l'envoyons dans l'atmosphère. Et pire que ça, on diminue la quantité de plantes et donc on ne laisse pas la possibilité à la nature de réparer notre production inverse. Si au moins, on produisait des gaz carboniques, mais on aidait la nature, ou on l'empêchait pas en tout cas de récupérer ce fameux gaz pour en refaire de la matière organique, ça pourrait peut-être encore passer. Mais c'est pas ça qu'on fait. Non seulement on renvoie plein de gaz dans l'atmosphère, mais en plus on empêche la nature de le récupérer avec la déforestation, etc. Et donc le carbone contenu dans la biosphère, ou la biosphère proprement dite, ça revient au même, c'est proportionnel, est en train de diminuer de façon dramatique, avec une quantité de carbone dans l'atmosphère qui ne cesse d'augmenter. Cela correspond, si je reprends le schéma du début, vous voyez la bande verte qui correspond à la biosphère, la bande noire qui correspond au carbone atmosphérique, eh bien notre bande verte, avec l'activité humaine, par rapport à l'ère préhistorique, eh bien on a déjà diminué d'environ de moitié la quantité de matière vivante sur la planète. C'est à cause de ça que nous lisons des titres terribles, comme celui-ci. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, dit-on. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont menacées d'extinction parce que la biosphère diminue. C'est la même chose. Si ça ne vous semble pas évident que la diminution de la biomasse totale de la biosphère implique la disparition d'espèces, je vous propose une analogie toute simple. Imaginez une classe de 50 élèves en France et que dans cette classe, vous avez 20 nationalités représentées. C'est la fameuse diversité. Vous avez des Français, vous avez des Espagnols, des Portugais, des Togolais, des Sénégalais, des Camerounais, des Russes, des Anglais, etc.
et vous tuez 25 élèves. Il en reste 25. Mais il n'y aura plus 20 nationalités. Il y en aura moins, automatiquement. La diminution de la quantité implique la diminution de la diversité. 2020 est une des pires années pour la famine. Mais c'est la même chose, puisqu'il y a moins de matière vivante. Ce que nous mangeons est de la matière vivante. Donc on a moins accès à la nourriture. La diminution du vivant implique la famine. Les scientifiques nous alertent sur un point de non-retour par rapport à la situation climatique. Mais vous avez compris que c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il faut des plantes pour récupérer les gaz carbonés de l'atmosphère et en faire de la matière organique. Mais on n'arrête pas de détruire ces plantes, donc les gaz carbonés augmentent dans l'atmosphère et augmentent la température. Au point que, vous l'avez vu cette année en 2021, il y a des feux partout. Les forêts brûlent de partout. En Turquie, en Grèce, au Canada, au Brésil, en Afrique, et j'en passe. Mais quand les forêts brûlent, on diminue encore la quantité de vivants. Donc on diminue encore la possibilité pour la biosphère de récupérer ce carbone. Donc on est rentré dans un cercle vicieux. Le réchauffement climatique fait diminuer la masse de la biosphère, et plus la biosphère diminue, plus il y a de gaz dans l'atmosphère. C'est un cercle vicieux. Et si on va trop loin, il sera trop tard pour faire marche arrière. C'est ce que dénoncent les scientifiques. Donc vous voyez, c'est toujours le même problème. C'est la diminution du vivant, la diminution de la biosphère qui est à l'origine de tout. La disparition de la biodiversité, la faim dans le monde, le réchauffement climatique ne sont que des symptômes d'un seul et même problème. Mais il reste encore deux problèmes qui sont liés à ça. Les pandémies et la surpopulation. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, donc je vais développer ces deux aspects. La surpopulation, je l'ai détaillée dans une vidéo. Vous pouvez aller la voir si ce que je vais vous dire ici n'est pas assez clair, parce que je vais aller assez vite sur ce sujet qui me semble quand même pas si compliqué. Chaque région du monde, à l'exception de quelques régions très froides, au-delà de 5-6 000 mètres d'altitude ou dans l'Arctique, etc., est couvert de vivant. Ce vivant dépend de l'ensoleillement, de la qualité du sol et aussi de l'eau disponible. La qualité du sol pouvant varier avec le vivant lui-même. Donc, le vivant peut faire évoluer la qualité du sol et se développer. C'est pour ça que certaines forêts très riches, quand on les détruit, c'est très difficile de les retrouver. Parce qu'il faut reconstruire le sol en même temps. Donc c'est ainsi que certaines forêts tropicales sont extrêmement riches, mais quand on les coupe, eh bien ce qui repousse est beaucoup plus pauvre, parce que le sol était riche grâce à la forêt elle-même. Et c'est pour ça que reconstruire une forêt primaire peut prendre des centaines, voire des milliers d'années. S'il y a peu d'eau, c'est le cas ici d'un sol sec du Qatar, il y a peu de végétation et peu d'animaux. La photo précédente est prise dans une région luxuriante d'Ouganda qui a beaucoup de soleil et beaucoup d'eau, donc beaucoup de vie, donc beaucoup de végétaux, donc beaucoup d'animaux. Quand les humains s'installent, eh bien, la quantité de vie diminue. Je vous montre ici une ville pauvre, d'un pays pauvre qui s'appelle Népal. Eh bien, vous voyez du béton, vous voyez des structures humaines, et hormis les humains, il n'y a presque plus rien comme vivant. Il n'y a presque pas de plantes vertes pour produire de la matière organique. Mais c'est pas mieux dans les villes modernes. Voici une grande ville riche des Émirats Arabes Unis. On voit pas beaucoup plus de vivants. Il y a quelques arbres, mais clairement insuffisants pour justifier la présence des humains dans cette région. Ce qui implique que pour que les humains puissent vivre là, il faut importer de la nourriture. Je vous ai mis les chiffres d'importation et d'exportation du pays. En réalité, presque tout est importé et les exportations concernent des produits importés transformés. Parce que les Émirats Arabes Unis ont une production agricole extrêmement limitée. Donc il faut déforester dans d'autres pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, pour faire des champs, des prairies, des élevages, pour envoyer la nourriture aux Émirats Arabes Unis. Mais donc, les Émirats Arabes Unis proprement dit, c'est un peu en puits sans fond de vivants. Mais il ne faut pas jeter la pierre spécialement à ce pays. Toutes les villes occidentales
importent énormément de nourriture et ne produisent presque rien. Et c'est un des phénomènes qui fait que la quantité de vivants diminue sur la planète. Donc, il faut des grandes surfaces de vivants, soit naturels, soit le plus souvent cultivés, exploités, pour nourrir les humains. Mais plus il y a d'humains, moins il y a de surfaces de vivants, parce qu'il faut construire des villes, des routes, bref, tous les lieux où nous vivons. Et donc, la surpopulation, c'est quoi? Ça veut dire que la population ne cesse d'augmenter et qu'il y a de moins en moins de place pour le vivant, impliquant tout ce qu'on vient de dire, à savoir la perte de biodiversité, les changements climatiques et le manque de nourriture, donc la famine. La situation est arrivée à un point critique. Alors, quel est le rapport avec les virus? Eh bien, ça a tout à voir. Voici une région naturelle qui existe encore dans le sud de la France. Si on décide d'exploiter la moitié de cette région pour en faire, peu importe, des champs, des prairies, des élevages, etc. Que va-t-il se passer? Eh bien, il ne reste plus que la moitié disponible pour les espèces sauvages qui ont besoin des forêts ou des garrigues naturelles. Par exemple, voici un joli petit oiseau qui s'appelle la fauvette pitchou, qui vit dans ce genre de milieu. Plus l'homme exploite, moins il y aura de milieu pour la fauvette pitchou. C'est parfaitement logique. Mais si on arrive à un point où on exploite tout, il n'y aura plus de fauvette pitchou. Ou alors, la fauvette pitchou s'adapte et se met à vivre dans nos cultures. En réalité, l'énorme majorité des espèces est en train de disparaître parce qu'il n'y a plus de milieu naturel et que nous exploitons tout. Et une toute petite minorité s'adapte. Et dès le moment où elle est adaptée au paysage artificiel, ça devient des espèces invasives. Pourquoi? Eh bien parce que nous faisons les mêmes paysages partout. Donc, dès qu'un oiseau, un mammifère ou un autre organisme est adapté à des champs de maïs, à des prairies avec des vaches ou d'autres activités humaines que nous mettons partout, eh bien ils peuvent aller partout. Et donc nous les considérons comme invasifs. Voici par exemple le corbeau familier, qui est dans des plus grands invasifs de la planète, originaire de la région indienne. Il est en train d'envahir toute l'Asie et l'Afrique, et l'Europe a commencé à être colonisée récemment. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais je vous le promets, ça ne saurait tarder. Une espèce invasive moins répandue dans le monde, pour l'instant, mais plus européenne, c'est la perruche à collier. Elle vient d'Asie et d'Afrique, mais celles qui sont en Europe viennent d'Asie, et elles sont en train de coloniser les villes et de plus en plus les banlieues et les campagnes européennes. On va avoir comme ça quelques espèces qui vont coloniser le monde entier, et toutes les autres qui vont disparaître, si nous ne faisons rien. Quel est le rapport avec le virus? Eh bien, ça a tout à voir. Parce que des virus, il en vit dans probablement tous les organismes vivants, que ce soit des vertébrés, des invertébrés, des plantes ou même des bactéries. Les virus, c'est minuscule et ils se mettent partout et ils sont dépendants de leur hôte pour vivre. Donc, ils peuvent vivre dans les pangolins, vous le savez puisque on a pensé que le Covid-19 pouvait venir du pangolin. Ils vivent dans les chauves-souris, qui sont réputés pour accueillir énormément de virus. Ils sont au moins dans les civettes, puisque le SRAS-CoV-1 vient des civettes. Et en fait, il y en a probablement dans tous les animaux. Il existe des millions de virus qui vivent dans des milliers d'espèces de mammifères et d'oiseaux, et ces animaux sont en voie de disparition, donc les virus vont disparaître avec eux, ou bien ils doivent s'adapter. Exactement comme la fauvette pitchou, soit elle disparaît quand on coupe les forêts et les garrigues, soit elle apprend à vivre dans les milieux transformés, par exemple les jardins des villages des humains. Mais où peuvent vivre les virus en dehors de leurs animaux habituels? Eh bien dans d'autres animaux. Mais quels animaux? Presque tous les animaux sauvages sont en voie de disparition. Donc, la destination logique, c'est l'être humain. Il n'y a quasiment plus que ça que sur la planète. C'est ainsi que vous pouvez lire des publications scientifiques. Ici, je vois que c'est une publication qui vient de l'Institut de recherche sur le développement, mais vous en trouverez plein qui confirment ces chiffres. Près de 800 000 virus nous menacent. En soulignant quand même que les virus vous menacent, leur but, c'est pas de vous déranger. Ils demandent qu'une chose, c'est de vivre,
mais nous détruisons leur lieu de vie, exactement comme nous détruisons le lieu de vie des animaux sauvages, et après on se plaint qu'ils viennent dans les champs et dans les prairies que nous créons. Mais ils n'ont plus nulle part d'autre où aller, donc il faut bien qu'ils s'adaptent à nos activités. Eh bien c'est pareil pour les virus. On détruit les animaux dans lesquels ils vivent, alors ils viennent vivre en nous. Il est important de préciser que tout ce que je vous dis là sont des informations scientifiques confirmées. Vous pouvez trouver plein de sources qui confirment. Ce n'est pas du tout une théorie tombée de nulle part. La seule chose, c'est que je recrée un petit peu en puzzle, alors que la plupart des scientifiques vous donnent des publications sur une partie du puzzle. Toutefois, la grande presse relaye plus ou moins bien ces informations pour essayer d'alerter le public. Mais le problème, c'est que comme ces informations sont relayées de façon anarchique, eh bien les bonnes informations sont noyées dans des informations qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui ne permettent pas de voir quelles sont les véritables priorités. Regardez par exemple ici une publication sur un site québécois, 100 gestes pour la planète. Et comment voulez-vous faire 100 gestes? Et la planète, ça veut dire quoi? En réalité, le terme planète, c'est pas la planète qu'il faut protéger. La planète, il y en a plein, et puis c'est en cailloux. C'est pas vraiment la question. Ce qu'on veut protéger, c'est la vie, la biosphère. Donc le problème, c'est pas de faire 100 gestes pour la planète, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour sauver la vie sur Terre, la biosphère. Alors il y a quand même des publications un tout petit peu plus sérieuses qui vous permettent de trouver quand même des termes plus corrects. Ici, regardez le titre, pour éviter l'effondrement du vivant. Alors là, oui, là c'est correct. Il faut changer l'agriculture et l'alimentation. Mais là, c'est beaucoup plus intéressant parce que agriculture et alimentation, d'une part, c'est lié. Et puis, ce sont deux choses, même si elles sont différentes. Pas 100. 100, on ne peut pas les faire, mais 2, on peut peut-être les faire. Je vais quand même revenir sur un article. Ici, un article du Parisien qui propose, lui, 50 gestes. Alors, pourquoi l'un fait 100, l'autre 50 ? Vous voyez, tout ça, ce n'est que du journalisme de base. Pour vous dire que les bonnes informations, elles sont quand même en partie là. Souvent, elles sont peut-être trop modérées. Elles sont peut-être insuffisantes, mais des informations, il y en a. Le problème, c'est que quand vous en avez 50, vous ne savez pas laquelle choisir. Alors, on va regarder quelques-unes. Je ne suis pas d'accord avec toutes, mais disons avec 40 certainement. Alors, regardons ce qu'ils mettent en premier, pour voir si leur priorité, c'est quand même un peu intéressant. Se mettre au bio, bah oui, ça c'est essentiel, il faut qu'on arrête les pesticides. Acheter local, bah oui, on va arrêter de faire transporter de la nourriture de l'autre bout du monde. Cultiver son potager, bah évidemment, si vous avez la possibilité, c'est génial. Récupérer les invendus, bah oui, on va limiter le gaspillage. Donc vous voyez, ça commence bien. Bon, je ne vais pas regarder les 50, vous vous doutez bien que ça serait beaucoup trop long. Bon, isoler son logement, bah oui, si on a l'opportunité, si on a un logement. Réparer ses appareils ménagers, c'est toujours mieux que de les jeter, on est d'accord. Recycler, prendre soin de son matériel pour le garder plus longtemps. Tout ça, je suis d'accord avec tout ça. Mais vous voyez, il faut changer les mentalités, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas comme ça imposer 50 gestes, ça n'a aucun sens. Bannir le plastique, bah évidemment, c'est essentiel. Donc utiliser une gourde plutôt que des bouteilles en plastique, on est d'accord. Jeter ses mégots, moi je dirais arrêter de fumer. Mais bon, je me doute que c'est pas si facile. Devenir en productrice si on veut, se mettre au vrac, enfin, vous voyez, tout ça est vrai, mais il y a un problème. C'est qu'en pratique, il y a des gens qui s'en foutent, qui ne le feront pas, et puis les gens qui sont sincèrement intéressés, eh bien ils vont faire 2, 3, 4, 5 gestes, ce qui est déjà beaucoup, et puis ça ne suffira pas. Parce que là on va trier le plastique, l'autre va composter, l'autre va recycler ses appareils, et puis on ne va pas changer la planète comme ça. Alors regardons cet article qui est donc un peu plus sérieux. C'est vrai que Reporter, concernant la nature, c'est un peu mieux que le Parisien. Ils disent il faut changer l'agriculture et l'alimentation. Bon, voyons un petit peu d'où vient l'information, parce qu'on me demande toujours des sources, et aussi dans quel sens. Alors concernant la source, pas de problème, elle est en ligne, j'ai vérifié, ça fonctionne. C'est le site de l'IPBES qui est qualifié de GIEC de la biodiversité. Bon. Quels sont les problèmes principaux selon eux? L'agriculture industrielle et la consommation de viande. Ce sont les causes majeures de ce déclin. Donc il faut un changement de modèle agricole, évidemment, et comme dit dans le titre, un changement d'alimentation. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est un scoop? Non, mais quand vous avez des livres comme 100 ou 50 gestes pour la planète, c'est marqué dedans. Il est marqué diminuer ou arrêter la viande.
Mais ça a l'air d'être un geste comme les autres, comme arrêter les pailles en plastique. Bien sûr qu'il faut arrêter les pailles en plastique, et c'est peut-être plus facile que d'arrêter la viande, mais ce n'est pas le même niveau d'impact. En effet, quand je vous dis qu'il y a 12 fois plus d'humains, je parle de masse, donc la masse totale des humains, c'est 12 fois tous les animaux sauvages, tous les mammifères sauvages de la planète. Chez les oiseaux, c'est à peine mieux, puisque c'est environ 75% des oiseaux de la planète qui sont des poulets d'élevage. Bon. Alors vous allez dire, pourquoi la viande? Eh bien parce qu'en réalité, le tableau que je vous ai montré est un petit peu incomplet. Il y a bien plus d'animaux d'élevage que d'humains et d'animaux sauvages réunis. Il y a 20 fois plus d'animaux d'élevage et domestiques que d'animaux sauvages. Et c'est une des explications pour lesquelles on utilise tellement d'antibiotiques et de médicaments dans les élevages. C'est pas seulement parce qu'ils sont un peu concentrationnaires dans certains cas, ce qui favorise évidemment l'apparition de clusters, un mot qu'on a utilisé beaucoup récemment. C'est aussi parce que les virus, ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Et quand j'ai dit que les virus quittaient les animaux sauvages en voie de disparition pour les humains, parce qu'il n'y avait rien d'autre où aller, je savais bien sûr que j'allais rajouter une information plus tard, c'est les humains et leurs animaux domestiques. Parce que ça, il y en a plein. Beaucoup de trop. Quand les éleveurs et toutes les personnes impliquées dans la filière viande, lait, œufs, etc., lisent que la viande est en grande partie responsable de la situation, que répondent-ils? Eh bien, regardez ici ce site, WebAgri, qui reprend dans les schémas, ici, regardez, une publication de la FAO, qui est la branche alimentaire agricole de l'ONU, qui montre que l'élevage occupe plus de 3/4 des surfaces exploitées, alors que l'alimentation végétale humaine représente presque rien, puisque ici, vous voyez sur le petit dessin, c'est tout petit, mais il faut encore compter des productions agricoles non alimentaires. Je pense au coton, je pense au tabac, je pense aux agrocarburants. Donc nourrir les humains, ça demande très peu de place. Autrement dit, les problèmes que j'ai cités existent, mais on pourrait s'organiser différemment pour pouvoir nourrir tout le monde et conserver de la place pour les forêts et ainsi sauver la biodiversité, arrêter les virus, etc. Mais eux reprennent ce schéma qui est correct et qui a été publié dans divers médias. Je me souviens de l'avoir repris sur Le Monde diplomatique, mais il y a certainement plein d'autres médias qui l'ont repris. Quels sont leurs contre-arguments? En fait, ils en ont deux, mais si vous avez bien suivi ma vidéo, vous comprendrez qu'évidemment ces deux arguments ne sont pas valables. Je pense qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent, mais ils devraient voir ma vidéo aussi. Ils disent, regardez, si l'élevage utilise des terres non cultivables, eh bien, il y a certes des endroits où on met des animaux, où on ne pourrait pas cultiver de la nourriture pour les humains. Ça, c'est une réalité. Sauf que, à faire des prairies pour mettre des animaux au lieu de laisser la forêt, on fait diminuer la biomasse, on fait diminuer les populations d'animaux sauvages, et qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, vous l'avez vu, les changements climatiques et l'arrivée de pandémies. Donc, ce n'est pas vraiment le problème. Ensuite, ils ont un deuxième argument. 80% de l'alimentation animale n'est pas assimilable par l'homme. Je n'ai pas vérifié ces chiffres. À mon avis, c'est exagéré, mais si c'est vrai, admettons que ce soit vrai, ce n'est pas non plus un argument, parce que cette alimentation, elle est 100% assimilable par les animaux sauvages. Donc, quand on produit de la nourriture destinée aux animaux d'élevage, on déforeste, on retire donc de l'espace pour les animaux sauvages, on produit une ressource, mais cette ressource ne retourne pas aux animaux sauvages qui pourraient peut-être survivre dans nos champs. Bien sûr, c'est moins intéressant que dans les forêts, mais enfin au moins il y aura de la nourriture, mais non, puisqu'on les donne aux animaux d'élevage. Donc si vous avez bien compris que le problème est la disparition de la quantité de vie, de la diminution de la biosphère, ces arguments ne tiennent pas. C'est très important ce que je dis là, et je l'explique depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau. Non seulement il y a plein de preuves scientifiques, je n'ai rien découvert, mais je l'explique de façon didactique dans plusieurs articles. Vous avez une page de mon site internet, je mettrai le lien dans la description, sur les articles au sujet de la conservation de la biodiversité et respect des animaux. Eh bien, je parle de ça dans presque tous les articles. La santé et la biodiversité. La biodiversité, arrêtons l'hypocrisie, c'est de ça que je parle.
Le véganisme et la santé. L'homme est-il frugivore ou omnivore? La permaculture végane. Bon, là c'est un peu plus philosophique, mais le ressenti des plantes. Les espèces invasives, c'est pas directement lié, mais vous avez vu que nous créons des espèces invasives en déforestant, et on déforeste surtout pour mettre des élevages, donc c'est lié. Pour la nature ou le climat, manger local ou végétalien. Vous voyez, j'explique tout ça en détail avec des chiffres, avec des sources. Il n'y a rien de nouveau. Également pour le virus, le Covid-19 d'un point de vue naturaliste. Les élevages industriels ou non industriels. Et ensuite, vous trouverez mes vidéos sur ma chaîne, mais aussi sur cette page, j'ai mis les liens vers toutes les vidéos. Le réchauffement climatique. Écoutez, je vais retourner sur donc mon PowerPoint. Regardez, ça date d'octobre 2018, où j'expliquais déjà que le réchauffement climatique, on pouvait y mettre fin en rendant suffisamment d'espace à la nature pour qu'elle en fasse de la forêt. Et quand la forêt pousse, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va récupérer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. C'est ce que j'explique dans cette vidéo, donc vous n'avez pas besoin d'aller la voir, hein. Ça peut vous être utile si vous voulez mieux comprendre les détails. J'explique également dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à arrêter l'extinction de masse. C'est la même chose, on fait des réserves naturelles, on protège des espèces, mais tant qu'on continue à faire diminuer la quantité de vie, les espèces disparaîtront. Donc il faut rendre de l'espace à la nature, et pour ça il faut arrêter les élevages, puisque c'est ce qui prend le plus de place, et qui gaspille aussi le plus de place surtout. Alors, en février 2020, tout au début de la pandémie, je vous ai expliqué déjà ce que j'explique ici, sur la nécessité des virus de muter pour envahir l'être humain, parce qu'on détruit leur territoire. Et j'ajoute une nouvelle information, dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo, c'est qu'en plus, une autre manière d'arrêter le virus, c'est d'avoir une très bonne immunité, et pour avoir une très bonne immunité, il faut bien manger. Et ça a été démontré dans plus de 3000 études médicales, c'est en régime végétalien. Donc il y a une convergence tout à fait intéressante. Et donc ça m'a inspiré pour cette vidéo qui s'intitule « Le véganisme comme solution aux crises actuelles », qui dit la même chose qu'ici, sauf que j'ai pas fait de montage et que je me suis rendu compte que si elle avait si peu de succès, vous comparez la précédente avec près de 10 000 vues et celle-ci qui en a à peine 1000, c'est que les gens ne sont pas prêts à entendre ça parce que ça les dérange trop de changer de mode de vie. Sauf que maintenant, avec la planète qui brûle et la pandémie, les gens ont peur et veulent agir. Et donc il faut qu'ils comprennent en profondeur la réalité du problème pour qu'ils prennent avec intérêt et même passion les bonnes solutions. J'espère qu'avec ce montage que j'ai fait jusqu'ici pour vous expliquer la disparition de la biosphère et ses conséquences, notamment le réchauffement climatique et les pandémies, cette fois, non seulement vous allez changer d'alimentation, mais vous allez le faire avec cœur. Parce que ce n'est pas juste une théorie, c'est la réalité indiscutable, scientifique. Vous pouvez revoir cette vidéo si vous le souhaitez, mais après celle que vous êtes en train de regarder, je ne suis pas certain que vous apprendrez encore quelque chose. Alors, je le répète encore dans une vidéo plus récente, où je dis, après la Covid-19, après la pandémie, nous aurons un monde différent. On ne peut plus revenir au même monde, puisque c'est ce même monde qui nous a envoyés droit dans le mur. Je ne peux pas décider tout seul quel monde nous aurons. C'est nous, normalement, le peuple, démocratiquement, qui devrions choisir. Mais il ne peut être viable, ce nouveau monde, que si elle est végétalien. Encore une fois, il n'a pas eu tellement de succès, mon message sur cette vidéo, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce montage, pour expliquer que ce n'est pas juste une idéologie que j'essaierai de faire passer, mais c'est une réalité scientifique qui n'est absolument ni discutée par les scientifiques, ni discutable. J'ai encore fait une vidéo plus récente qui a pas mal de succès, vu que vous voyez, elle date de fin juin et elle est déjà à près de 3000 vues pour ma chaîne, c'est pas mal, où j'explique le meilleur régime alimentaire pour ne pas être malade. Là, je vous conseille d'aller voir, vous apprendrez sans doute des choses. Enfin, voilà. Il faut bien se rendre compte que si moi je sais tout ça, que les publications scientifiques confirment mes propos, le pouvoir le sait. D'ailleurs, s'il ne le savait pas, eh bien, il y a des manifestants qui sont là pour le rappeler. Il y a eu la fameuse marche du siècle en France, mais partout dans le monde, il y a des mouvements pour demander aux puissants de faire changer le monde pour que le monde devienne durable et qu'on arrête de détruire la vie sur Terre. C'est exactement ce que veut dire ce panneau. Il n'y a pas de planète B, mais ça veut dire que quand on aura détruit la biosphère sur notre planète, la planète A, eh bien, il n'y aura nulle part où aller. Alors, on peut se poser la question,
est-ce que le pouvoir le sait? Et s'il le sait, est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il prend des mesures qui ne fonctionnent pas par incompétence? Ou bien est-ce qu'il a un autre agenda? Et s'il a un autre agenda, alors nous faisons du complotisme. Nous les accusons d'être des comploteurs et d'avoir d'autres idées. Alors je ne vais pas approfondir ici, mais cette vidéo-là, je vous invite vraiment à aller la voir parce que vous y apprendrez beaucoup de choses. D'abord, vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'apprécient au vu du nombre de pouces, mais ça c'est en détail. Mais avec le recul, puisqu'elle a été publiée il y a près d'1 an, vous verrez que ce que j'annonce dans cette vidéo est en train d'avoir lieu, notamment l'enrichissement des puissants et l'appauvrissement des autres. Bon, c'est en détail, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de détails dans la vidéo qui se sont confirmés. Donc, dans la vidéo suivante, je vais approfondir la stratégie du pouvoir et je vais vous expliquer quelles sont les caractéristiques de notre stratégie de défense qui sont absolument nécessaires pour pouvoir gagner. Donc, je vous invite à voir cette vidéo, même si je n'y gagne rien, hein, la vidéo n'est pas monétisée, rien du tout. Je vais quand même vous donner l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est que le pouvoir sait que le vivant s'effondre, ce serait impossible qu'ils ne le savent pas. Et donc, leur solution, c'est de provoquer l'effondrement contrôlé. Puisque de toute façon ça va s'effondrer, il faut mieux le contrôler. Et j'explique avec un exemple très détaillé dans cette vidéo que sur le fond, sur ce détail-là, ils ont raison. Sur ces stratégies, ils ont raison. Sauf que quand on contrôle l'effondrement, on peut le contrôler de différentes manières. Et leur manière de faire, elle ne sera pas dans votre intérêt. Je vais le dire autrement. Si vous savez que le bateau coule de toute façon, vous pouvez organiser une manière, par exemple, il a une fuite à l'avant, il est en train de pencher. Eh bien, vous pouvez faire une fuite à l'arrière expressément pour équilibrer le bateau. Il va couler d'autant plus vite, mais au moins, il ne va pas pencher et vous pourrez sauter sur des canots de sauvetage et vous enfuir. Sauf que le pouvoir a prévu de prendre les canots de sauvetage pour eux, mais pas pour tout le monde. Or, si vous voyez qu'il s'enfuit et que vous allez rester sur le carreau, vous n'allez pas être d'accord et vous allez vous révolter. Et c'est donc pour ça qu'il faut autant de mesures liberticides, puisque le but c'est de vous empêcher de vous révolter au moment où vous comprendrez enfin ce qui se passe. Donc le but de ma vidéo est que vous le compreniez à temps pour saboter leur stratégie. J'espère que vous serez très nombreux à tenir compte des informations de ces vidéos, parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons gagner la bataille. Macron dit que nous sommes en guerre, mais il fait croire que c'est l'humanité qui est en guerre contre le virus. En réalité, c'est l'élite au pouvoir qui est en guerre contre le peuple. C'est ça la réalité. Et pour gagner la guerre, nous devons comprendre qui est l'ennemi, quels sont ses objectifs et quelle est sa stratégie. Et si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas gagner. Et donc je vais vous donner ces clés dans la vidéo suivante. Je vous dis déjà, 1. Passez au végétalisme le plus tôt possible, parce que le monde futur ne peut être que végétalien, sinon il n'existera tout simplement pas, pour la raison que j'espère maintenant que vous avez bien compris. La deuxième chose, c'est un appel à tous les idéalistes, que ce soit des idéalistes écologistes, végans, humanistes. Alors je mets ici quelques logos comme illustration, ça ne veut pas dire que je soutiens à 100% ces organisations. En fait, je ne soutiens personne à 100%. Les écologistes font des erreurs, les végans font des erreurs, les humanistes d'Oxfam, d'Amnesty et d'autres font des erreurs. Mais une erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas tous ensemble. Vous avez compris maintenant. Pour soigner les gens, comme le fait Médecins sans frontières, ou prétend le faire. Pour plus de justice sociale, comme le prétend Amnesty et Oxfam. Pour protéger la biodiversité, comme le prétendent les écologistes, ou pour protéger les animaux, comme le prétendent les véganes, il faut arrêter la destruction de la biosphère. Donc il faut se mettre tous ensemble pour obtenir un résultat positif pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul problème, c'est la disparition de la biosphère, rien d'autre. Donc quand un végan dit « moi je ne participe pas parce que je ne mange pas de viande », il se trompe. Je fais évidemment une caricature, mais s'il importe de la nourriture du Brésil, génétiquement modifiée et produite en Amazonie, il participe à la destruction de la biosphère, donc à la disparition des animaux. Si un écologiste mange de la viande, il participe à la destruction de la biosphère, donc de l'extinction de masse. Si Médecins sans frontières et Amnesty International mangent de la viande et importent des produits industriels d'Amazonie, eh bien, ils participent à la destruction de la biosphère, donc ils affament la planète, contrairement à ce qu'ils disent.
Et la plupart de ces gens sont de bonne foi, ils ne le savent pas. Mais je crois qu'après le montage que j'ai fait en début de cette vidéo, ils ne peuvent pas ne pas comprendre. Donc il faut se mettre tous ensemble pour gagner. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. Je ferai donc une suite avec les conseils pratiques concernant la stratégie pour se défendre ou contre-attaquer par rapport au pouvoir qui nous impose des mesures extrêmement liberticides qui ne sont qu'au début si on se laisse faire. À très bientôt et merci à toutes et tous.